Bonjour Elie Cohen. Bonjour. On va revenir avec vous sur l'information de la journée. On attend la dégradation potentielle de la dette de la France, la note de la dette de la France par Standard & Poor's après celle de Fitch. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle pouvoir d'achat parce que c'est la préoccupation majeure des Français avec une flambée des prix, notamment dans l'alimentation. Inflation qui a cependant ralenti le mois dernier, 5,1% sur un an après avoir atteint 5,9% en avril et plus de 6% en début d'année. Est-ce que ça veut dire que le pire est derrière nous ou est-ce que c'est juste un petit instant où on peut souffler? Écoutez, l'inflation qu'on observe, notamment celle sur les prix alimentaires, est une inflation composite. Elle tient à des facteurs très différents et pour beaucoup de ces facteurs, ils ne sont pas maîtrisés. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine et l'impact que ça a sur la hausse du prix du blé et par conséquent sur toute la chaîne alimentaire derrière, on ne sait pas très bien comment va évoluer la guerre en Ukraine. Le fait, par exemple, toujours pour rester dans le domaine alimentaire, sur les pâtes, il y a eu un accident climatique au Canada, si vous voulez, qui fait que le prix du blé dur a augmenté. Bon, à côté de ça, vous avez des comportements opportunistes, comme ceux de Coca-Cola, qui a profité de l'occasion pour augmenter ses marges. Donc, vous voyez, le panier de la ménagère, il est fait d'une série d'achats qui renvoient à des causes géopolitiques, climatiques, économiques. Et puis, à côté de ça, il y a quand même quelques bonnes surprises, c'est-à-dire que ce qu'on craignait, c'était que soit enclenchée la fameuse boucle prix-salaire. Et on n'observe pas ça. On voit que les Français, et pas simplement les Français, les Européens acceptent relativement calmement une dégradation de leur pouvoir d'achat, parce que quand vous avez une hausse des prix qui est à plus de 5 en France et à 8 en Europe, et que les salaires augmentent beaucoup, beaucoup moins vite, ça veut dire que de facto, les gens enregistrent une certaine baisse de leur pouvoir d'achat. Ce sont les ménages qui encaissent. Ce sont les ménages qui encaissent, absolument. Mais donc, il peut continuer à avoir une hausse des prix dans l'alimentaire à 2 chiffres, Elie Cohen, éventuellement. Vous nous dites que c'est des facteurs exogènes, donc il faut s'attendre à tout. S'il y a cumul de facteurs exceptionnels. Or, malgré tout, les perspectives en Ukraine sont en train de se débloquer et on constate, premier effet, que les prix de l'énergie sont retombés des niveaux astronomiques qui étaient les leurs. Je vous signale qu'au plus fort de la crise, le prix du gaz avait été multiplié par 10. Est-ce que ça veut dire, Elie Cohen, on est en train de revenir au niveau de l'énergie, au prix d'avant la crise du Covid. Les négociations ont repris entre les distributeurs et les industriels. C'est quand même pas rien, parce que c'est compliqué pour eux de se mettre d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir aussi, de leur côté, un effort supplémentaire de la part des industriels et des fournisseurs? Certainement. C'est-à-dire que les industriels, dans le cadre des négociations qui sont engagées, sont sous le regard scrutateur de l'État qui peut accepter que soient retransmises des hausses de prix qui sont fonction des hausses des prix des matières premières, mais certainement pas d'accepter des comportements opportunistes de reconstitution des marges. Et vous dites qu'ils en ont eu des comportements opportunistes. Vous avez cité Coca-Cola, par exemple. J'ai cité Coca-Cola. J'ai cité, ça a été rappelé à plusieurs reprises, que certaines grandes multinationales, donc ça échappe par définition au contrôle national, certaines multinationales ont essayé de reconstituer leurs marges à la faveur des crises successives qu'on a décrites, crise énergétique, crise géopolitique, etc. On sent qu'il y a une forme d'impuissance du gouvernement français, puisque vous nous parlez de multinationales. Que peut faire le gouvernement à part, c'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire nommer ces marques qui font... nous avons quand même cette chose qui est très caractéristique de la France, c'est que le gouvernement peut quand même convoquer les entreprises, convoquer les distributeurs, leur demander de se rencontrer et d'agir dans le sens de la modération des prix. Ça, c'est spécifique à la France. C'est très ça n'existe pas ailleurs. Non, là, vraiment, un gouvernement qui convoque tous les grands acteurs du secteur, qui leur dit « mettez-vous autour d'une table et je veux que vous me manifestiez clairement que vous remaîtrisez les prix et que pour les consommateurs, il y a des perspectives de stabilisation des prix, voire de baisse quand il y a eu des hausses excessives ». Non, ça, c'est une forme de dirigisme. Mais avec quelle efficacité ? Une certaine efficacité, c'est-à-dire que les entreprises sont là et négocient des compromis. Mais elles ont baissé leurs marges ou pas ? Non, mais... Est-ce qu'il y a eu une baisse des marges quand même ces derniers temps ? Mais attendez, il faut savoir de quoi on parle. Dans la distribution, les marges sont particulièrement fines. Donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre du côté des entreprises de distribution. Aussi, pour les industriels. Donc ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il leur a dit, bon, OK, je comprends que vous avez des marges très fines, mais on va définir des paniers de biens sur lesquels vous allez pratiquer une modération des prix particulièrement nette. Et c'est ce qui s'observe.
Elie Cohen, près d'un Français sur deux dit vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois, dont un tiers avec au maximum 100 €. Hein. C'est une étude IFOP. Et Emmanuel Macron veut donc du coup engager pour les classes moyennes d'ici la fin du quinquennat 2 milliards d'euros d'allègement fiscal. Ça paraît judicieux, non? Logique? Qu'est-ce que vous diriez? Ou est-ce que c'est dangereux pour nos finances publiques? Non, je dirais d'abord que 2 milliards de baisse d'impôts pour un État qui prélève et recycle plus de 1000 milliards d'euros par an, ça fait un peu dérisoire, franchement. Alors c'est plus, il faut faire plus. Non, c'est pas qu'il faut faire plus, c'est que nous n'avons certainement pas de marge de manœuvre. C'est ça que ça veut dire. Si le gouvernement veut agir sur le pouvoir d'achat et s'il veut mobiliser l'arme fiscale et s'il ne peut mobiliser que 2 milliards... Attendez, le gouvernement dit qu'au cours de l'année passée, entre les baisses d'impôts pour les ménages et les baisses d'impôts pour les entreprises, c'est 50 milliards qui ont été consacrés. S'il ne dégage que 2 milliards, vous voyez bien que c'est plus de l'action psychologique, c'est de la communication politique, plus qu'une décision économique et politique qui va avoir des effets structurants sur le portefeuille des ménages. Ça fait à peu près quoi, 10 € par ménage en moyenne, voilà, cette baisse d'impôts promise. 10 à 20 € selon la manière dont vous calculez. Donc franchement, c'est juste... à mon avis, un message politique qui est le gouvernement se soucie de votre pouvoir d'achat. En tout cas, la cible est la bonne. Les ménages qui touchent entre 1 500 € et 2 500 €. C'est Emmanuel Macron qui a fixé cette cible. C'est l'une des grandes critiques qu'on a faites à la grande vague de dépenses publiques depuis la crise du Covid, les 230 milliards d'euros qui ont été consacrés sous différentes formes au soutien du revenu des ménages, au soutien de l'activité des entreprises, etc., c'est que ces mesures n'étaient pas suffisamment ciblées. Là, on a un exemple typique de ciblage très précis, avec un effet qui va être limité, mais qui va porter sur ceux qui en ont le plus besoin. Oui, parce qu'il faut expliquer que le SMIC étant indexé sur l'inflation, les plus bas salaires ont pu suivre au niveau de l'inflation. Il y a un tassement, en fait. Voilà, les plus bas salaires augmentent régulièrement. Par contre, comme le reste de l'échelle des salaires n'évolue pas, on a un tassement de la distribution salariale, ce qui fait qu'on a une concentration de plus en plus des salaires, je dirais, entre le SMIC et la médiane des revenus, ce qui est un effet effectivement pas très souhaitable, parce que ça n'ouvre pas beaucoup de perspectives de mobilité. Vous parliez des marges de manœuvre du gouvernement français, on va parler justement budget de l'État, dette de la France surtout, puisque c'est l'actualité du jour. Elie Cohen, économiste et chercheur émérite au CNRS, invité de France Info, vous restez avec nous, 8h40, c'est le fil info, Valentine Letesse. Un bandeau noir et un message. 4 influenceurs ont l'obligation d'afficher ce matin sur les réseaux leurs sanctions pour pratiques commerciales trompeuses, sans quoi, avec la loi votée hier par le Parlement, ils risquent jusqu'à 3 000 € d'amende par jour. Garde à vue levée pour le patron de Casino, Jean-Charles Naouri, n'est pas poursuivi pour l'instant par le parquet national financier, malgré des soupçons pour délit d'initié. Les très fortes réserves de l'assurance maladie sur une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Cette mesure envisagée par le gouvernement pour lutter contre la fraude sociale est risquée sur le plan technique pour récupérer des montants minimes selon elle. Début du 3e tour à Roland-Garros et déjà plus aucun Français en simple. Le dernier représentant tricolore, Arthur Rinderknecht, a été éliminé hier soir par l'Américain Taylor Fritz en 4-7. France Info. Le 8h30 France Info, Laura Sénéchal, Benjamin Sportouche. Et avec nous, Elie Cohen, économiste et directeur de recherche émérite au CNRS. Elie Cohen, après la mauvaise note de Fitch infligée en avril à notre pays, on attend pour aujourd'hui la note de l'agence Standard & Poor's sur notre économie. Est-ce que vous vous attendez, vous, à une dégradation de cette note de AA à A-, c'est comme ça qu'on le dit? Oui, je m'attends à une dégradation, pas tellement à cause de la performance récente des finances publiques françaises, parce que ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement est assez fidèle aux engagements qu'il a pris, perspective de déficit pour 2022 respectée, perspective de chômage, encadrement de l'évolution des prix avec les négociations qu'on a évoquées tout à l'heure, évolution de la dette conforme aux prévisions. Donc, a priori, on pourrait dire, le gouvernement est dans les... Pourquoi nous dégrader ? Alors, pourquoi on va dégrader ? Pour, je dirais, essentiellement 3 raisons. La première, c'est que ce n'est pas une histoire nouvelle. C'est une histoire déjà ancienne. Le gouvernement français, sur la longue durée, ne manifeste pas une grande capacité à maîtriser les finances publiques et à faire baisser durablement les dettes et les déficits. Et donc, en gros, on voit bien, par exemple, que l'objectif de déficit de 2022 a été tenu, mais avec des dépenses supplémentaires
et avec de bonnes surprises du côté des recettes. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une baisse du déficit, on a juste eu la réalisation de l'objectif de déficit annoncé. Donc, les marchés peuvent estimer que la France n'a pas réussi à sortir de la tendance qui est la sienne, qu'on peut résumer en un mot. Quand il y a un accident économique, l'État intervient par plus de déficit et plus de dettes. Par contre, quand on retourne à la normale, on ne retrouve pas rapidement un niveau normal de baisse des déficits et des dettes. Ça, c'est la première chose, c'est ça? C'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que le gouvernement ne manifeste pas non plus une très grande capacité à réformer. Il a fait la réforme des retraites. Ah oui, mais enfin, vous avez vu que ça a été particulièrement laborieux. C'est ce qu'a noté d'ailleurs l'agence Fitch. Et que ce n'est pas terminé. En justifiant cette dégradation. Et que ce n'est pas terminé. Donc, si vous voulez, si une réforme qui, aux yeux de nos partenaires, paraît à peu près évidente, parce qu'elle a été faite par d'autres depuis longtemps, etc., si on n'arrive pas... si elle conduit le pays dans l'impasse et qu'il n'y a pas d'autres réformes qui suivent, et donc, c'est pas suffisant pour ces agences. Pour ce qui est des réformes, on voit qu'il y a une certaine difficulté à réaliser. Et puis la troisième raison, c'est qu'à court terme, on continue à avoir des niveaux de déficit et de dette plus élevés que ceux de nos voisins. Et que la perspective du retour en dessous des 3%, c'est, si je comprends bien, 2027. Oui. Donc, fin du quinquennat. Fin du quinquennat. Et puis ce que les marchés observent, c'est que tout nouveau président annonce un programme très significatif de maîtrise des dépenses et des dettes, et on constate qu'on a encore un niveau de dépenses publiques particulièrement élevé, 55% du PIB, un niveau de dette qui atteint les 115%, et un niveau de déficit qui reste plus élevé que celui de l'Allemagne, etc. Il y a des pays quand même plus endettés que nous, l'Italie ou la Grèce par exemple. Mais leur trajectoire n'est pas la même. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a l'Italie et la Grèce qui font pire que nous. Mais nous, on avait plutôt l'habitude de nous comparer à l'Allemagne, vous voyez. Et donc, là, le niveau d'endettement de l'Allemagne, c'est quasiment 2 fois moins que la France. Exactement. À quel niveau, alors qu'en 81, autour de 60. Oui, c'est ça. Alors qu'en 84, par exemple, on était au même niveau. Donc, si vous voulez, l'écart s'est creusé. Il y avait des programmes pour nous faire rattraper notre écart. Et non seulement on n'a pas rattrapé notre retard, mais l'Allemagne, après les crises, reconstitue ses marges beaucoup plus rapidement que nous. C'est donc acquis pour vous que la note va être à nouveau dégradée? Je n'en sais rien, parce que, soyons sérieux 2 minutes, est-ce que quelqu'un croit que la France risque d'être insolvable? Parce que j'allais vous poser la question. Avec quelles conséquences finalement? C'est ça le travail des agences de notation, c'est d'essayer d'apprécier le risque d'insolvabilité et de le mesurer. De faillite, pour dire les choses, de banqueroute. C'est-à-dire d'incapacité à rembourser ses dettes. Est-ce que quelqu'un de sérieux croit qu'il y a une quelconque perspective de ce type? Il y a une chose sur laquelle il y a un accord général sur les marchés financiers, c'est que la France a un État solide, a un système fiscal qui fonctionne très bien, et des citoyens qui payent rubis sur l'ongle leurs impôts. Et donc, franchement, la France, ce n'est pas comme un ménage impécunieux. La France est assise sur un gisement qui est les contribuables. Mais Elie Cohen, ce n'est pas un problème d'attendre comme ça une notation d'une agence privée, loin de nous, dirigée par des intérêts financiers privés, comme une sorte d'oracle qui va tout déterminer? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une agence de notation publique? D'ailleurs, on a des organes d'évaluation de notre politique publique. Pourquoi attendre cela? Les agences de notation... c'est pas un problème? Les agences de notation ne sont ni au service de la France, ni au service de l'Allemagne, et ils ne prennent pas leurs instructions ni auprès du gouvernement allemand. Ils ont des capitaux privés, ils ont des intérêts privés. Est-ce que ça vous paraît normal? Les agences de notation donnent un signal aux investisseurs. Ils se tournent vers les investisseurs. Les agences de notation ne cherchent pas à induire des comportements vertueux de la part des États ou moins vertueux. Les agences de notation envoient des signaux aux investisseurs. Oui, mais elles peuvent leur nuire à ces États. Comment? Elles peuvent leur nuire à ces États. Oui, mais nous sommes dans des économies libres, ouvertes, et les investisseurs ont le droit de prendre en considération ou de ne pas prendre en considération les signaux que leur donnent les agences de notation. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après la précédente dégradation? Est-ce que ça a eu un impact sur les spreads de taux? Pas du tout. Est-ce que ça a eu un impact sur le placement de la dette française? Pas du tout. Est-ce que la situation de la France s'est dégradée par rapport à l'Allemagne? Pas du tout. Mais alors là, ça aura un impact. Est-ce que très concrètement, ça aura un impact sur notre quotidien s'il y a une dégradation? Non, je ne crois pas. Il n'y aura pas d'augmentation des taux d'intérêt pour les emprunts, par exemple? Non, je ne crois pas, parce que la dynamique de hausse des taux d'intérêt, comme vous le savez, elle obéit à une dynamique beaucoup plus longue et beaucoup plus sérieuse. Nous sortons d'une période de près de 10 ans où les taux d'intérêt étaient proches de zéro et où donc l'État s'est financé massivement à zéro.
c'est pas une situation très normale. Donc c'est la Banque Centrale Européenne qui a beaucoup plus d'incidence sur le coût de notre dette que les agences de notation. Absolument. Et d'ailleurs, quand bien même il y aurait, hypothèse que j'écarte, quand bien même il y aurait une situation dans laquelle la dégradation de la note française provoque des réactions de marché sur la dette française, il est très probable que la Banque centrale interviendra pour protéger la France, comme elle l'a fait pour protéger l'Italie avant. On parlait tout à l'heure des marges de manœuvre du gouvernement. Benjamin Sportouche rappelait que la réforme des retraites avait été faite justement pour essayer de dégager des marges de manœuvre. Cette réforme des retraites, est-ce qu'on est en mesure de dire, maintenant qu'elle a été votée, combien d'économies elle peut permettre de réaliser ? Non, ça varie tous les jours, parce que... Non, mais ça si même les économistes ne sont pas... Non, pas du tout, parce qu'on ne sait pas. Non, la réponse que je vais vous faire est très précise. Quelle est la somme des mesures nouvelles de caractère social qui vont être prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette réforme passe bien? C'est-à-dire qu'elle est encore incomplète. Elle est encore incomplète. Ouais. Et donc, du coup, il y a des évaluations périodiques qui sont faites. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les évaluations périodiques montrent que l'effort de réforme plus les avantages sociaux qui sont envisagés font que on ne parviendra pas à un équilibre, à l'équilibre qu'on souhaitait dans 5 ou 10 ans et qu'il faudra probablement en remettre une couche dans 5 ou 10 ans. C'est-à-dire une autre réforme dans 5 ou 10 ans. Une autre réforme. En augmentant l'âge de départ à la retraite? Toutes sortes de mesures, ou en reculant l'âge, ou en augmentant les cotisations, ou en dégradant les prestations. Vous savez que c'est un vrai piano sur lequel... Ou en augmentant la dette. Oui, voilà. En tout cas, cette réforme des retraites, vous le dites qu'elle est encore incomplète parce que le Conseil d'État a censuré une partie de ce qui était la partie sucrée, c'est comme ça que ça nous avait été présenté, notamment en ce qui concerne l'emploi des seniors. Les mesures retoquées, c'était l'index senior et d'éventuelles contraintes si les entreprises ne mettaient pas en œuvre des politiques au sein de leurs entreprises pour améliorer la situation. Est-ce que ce sont des mesures qui allaient dans le bon sens selon vous, oui, tout à fait. Moi, j'avais écrit un article pour dire, au moment où la réforme Borne est sortie, que l'effort qui était demandé était un effort limité et qu'il était compensé largement par les mesures sociales qui étaient prises. J'étais complètement à côté de la plaque parce que cette mesure a été considérée dans l'opinion comme une mesure d'une violence particulière. Voilà, donc le gouvernement fait de la politique, il tient compte des réactions politiques et donc il essaye de faire en sorte que les mesures sociales d'accompagnement rendent la mesure plus acceptable. Enfin, encore une fois, quand on regarde autour de nous, je veux dire, penser que la France a été mise en panne à plusieurs reprises parce qu'il y a une réforme qui fait passer l'âge théorique de départ à la retraite de 62 à 64 ans, alors qu'en pratique, les gens partent plus tôt ou plus tard, que les Français ont déjà pris toute une série de comportements d'adaptation. Les Français partent déjà plus tard que 62 ans. Exactement, ils partent plus tard. Non, certains partent plus tôt également, parce qu'ils font un arbitrage entre revenus et temps qui est plus favorable au temps qu'aux revenus. Donc moi, je crois que c'est la dernière réforme paramétrique violente. On aura à l'avenir, à mon avis, plus de réformes qui permettront des capacités d'adaptation. Voilà. Élie Cohen, vous restez avec nous, économiste, directeur de recherche émérite au CNRS. 8h51, c'est le fil info, Valentine Lethès. C'est une question de santé publique, insiste sur France Info le directeur de l'association Respire. Le Conseil d'État donne 2 mois au gouvernement pour mettre en place le contrôle technique des 2 roues, une obligation européenne que la France repousse depuis des années. La mort de l'INSEE est un échec collectif, affirme Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Après le suicide de cette jeune fille de 13 ans, victime de harcèlement scolaire, la famille de l'adolescente a porté plainte contre Facebook, contre le directeur du collège, l'Académie de Lille et les policiers pour non-assistance à personne en danger. Qui de Bordeaux, du Havre ou de Metz remontera en Ligue 1 de foot? Les 3 pensionnaires de la 2e division jouent leur remontée ce soir à partir de 20h45 et à vivre en direct sur France Info. Mais seulement 2 d'entre eux atteindront leur objectif. Votre bulletin météo s'enrichit à partir de ce soir avec une carte de vigilance au feu de forêt et un code couleur déjà bien connu des Français. Vert quand tout va bien, rouge quand le risque est maximal. L'idée, c'est de prévenir les incendies après un été 2022 catastrophique. France Info. Le 8-30 France Info,
Laura Sénéchal, Benjamin Sportouche. Toujours avec Elie Cohen, on parlait de la réforme des retraites, des marges de manœuvre éventuelles. Vous nous disiez qu'il manquait le volet social qui est censé revenir dans les prochains mois. Est-ce qu'il faut, on a évoqué déjà la situation des seniors, est-ce qu'il faut aussi des mesures pour obtenir l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité pour corriger en tout cas les inégalités? Oui, ça c'est un des éléments qui est apparu avec les études d'évaluation qui ont été faites sur la réforme. On a découvert effectivement que non seulement les mesures appliquées dans leur brutalité créaient un désavantage pour les situations des femmes qui avaient des carrières hachées, des interruptions, etc., et qu'il fallait donc agir volontairement pour faire cette correction. Le gouvernement a déjà envisagé des mesures et elles seront prises. Je crois que c'est un des objectifs de la lutte contre les inégalités que de redresser la situation au profit des femmes. Lutter contre les inégalités, c'est aussi quelque chose qui peut être vertueux pour l'économie française? Ah oui, oui, tout à fait, parce que... C'est-à-dire qu'on fait des économies au bout du compte. Non, c'est pas ça, c'est que ça agit comme un facteur d'incitation sur le retour au marché de l'emploi et donc sur l'élévation du facteur travail et de sa contribution à la croissance. Vous savez que les données sur la croissance sont assez inquiétantes. On a connu au cours des 10 dernières années une croissance médiocre, mais surtout, les gains de productivité sont proches de zéro. Et donc, que devient la machine à innover, à croître par l'innovation En gros, ce qui fait la croissance aujourd'hui, c'est les effets mécaniques du facteur travail et du facteur capital, et pas du tout l'amélioration par l'innovation du mix productif, la montée en gamme, l'ouverture davantage de l'économie. Donc, il y a un vrai impératif qui est de retrouver des marges de gains de compétitivité et de productivité, parce que sur la longue période, l'élévation du salaire des salariés dépendra de ces gains de productivité. Oui, c'est vrai ce que vous aviez surpris il y a quelques semaines, Elie Cohen, en disant que l'inégalité salariale entre hommes et femmes pourrait être un coût supplémentaire pour notre économie. Ça avait choqué, surpris. Que de rectifier l'inégalité salariale entre hommes et femmes pouvait être un coût supplémentaire pour notre économie. Alors qu'au contraire, on peut trouver dans l'égalité salariale... J'ai dit mécaniquement, mécaniquement, l'alignement des salaires des femmes sur celui des hommes, bien entendu, augmente les coûts salariaux dans l'entreprise. Mais au final, c'est vertueux. Mais au final, c'est vertueux, puisque de toute façon, l'objectif d'une économie et l'objectif d'un gouvernement, c'est la prospérité des ménages et l'élévation du niveau entreprises et l'élévation du niveau général des prix. Alors donc, il faut trouver la formule qui permette de tenir cet objectif politique et social majeur et en même temps ne pas dégrader formidablement la compétitivité des entreprises, parce qu'à la fin du jour, c'est la compétitivité des entreprises qui fait la croissance, le développement et donc la capacité à maintenir l'État social et redistribuer. Alors, il y a un rapport de Jean Pisani-Ferry que vous connaissez, économiste également, et Selma Mahfouz, qui a été remis cette semaine à Elisabeth Borne et qui estime qu'il faudra faire des investissements massifs pour lutter contre le réchauffement climatique. 66 milliards d'euros supplémentaires par an d'ici à 2030 par an. Moitié privé, moitié État. Donc, quitte à alourdir la dette. Est-ce qu'on a le choix, quelque part? Je sais que vous êtes un défenseur, vous, de lutter contre les déficits, la dette. Mais tout de même, là, il faut investir. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Il faut dire la totalité du message de mon ami Jean Pisani-Ferry. Il dit qu'il va falloir investir massivement pour gérer cette transition climatique. Mais et d'abord investir dans le vide presque, dans les premières années. Alors exactement. Il dit deux choses très importantes qu'on n'a pas suffisamment signalées dans le débat. C'est que ces investissements, à la différence des investissements classiques, ne créent pas plus de richesse, plus de productivité et plus de croissance. Ce sont des investissements qui vont simplement se substituer à des investissements bruns passés qui vont être déclassés. C'est-à-dire que des appareils de production qui pouvaient continuer à tourner et à produire vont être fermés et ils vont être remplacés par des investissements verts dans de nouveaux processus productifs, donc sans enrichissement global. Et sans aggravation de la dette, du coup, ou pas? Attendez. Et il dit en même temps, et ça n'a pas assez dit, que donc l'arbitrage consommation-investissement va devoir se faire en faveur de l'investissement et
d'une baisse relative de la consommation et d'un appauvrissement relatif des ménages. Alors après, comment on finance ? Oui, il dit ISF vert. Il faut alors, aller comment on finance ? fiscaliser les plus aisés, 5%. Alors il dit deux choses. Et ça rapporte 150 milliards. Il dit deux choses. Il dit il faut accroître la dette parce qu'il dit c'est de la bonne dette. Oui. Sous-entendu, nous avons beaucoup pratiqué la mauvaise dette jusqu'à présent. Donc c'est de la bonne dette. Je suis d'accord avec lui, c'est de la bonne dette. Et il ajoute, et malheureusement, il ajoute, parce que c'est tout ce que les gens ont retenu, c'est qu'il faut taxer les riches. Et alors, vous en pensez oui, non, quoi, mais ça, vous voyez bien que c'est pas ça l'enjeu majeur de cette situation. C'est pas Alors, il propose un ISF qui va être beaucoup plus lourd que l'ISF. Mais en une seule fois de 5%. Il faut un effort ponctuel. Pour les 10% les plus aisés, ça rapporte 150 milliards. Oui, vous savez ce que c'est que prélever 150 milliards sur le patrimoine des ménages ? Je ne sais pas si vous avez une résidence principale. Des ménages les plus aisés. Si vous avez une résidence principale, par exemple, je prends cet exemple, non, il dit... Nous, on n'est pas assujettis à l'USF. Il faut que ça porte sur les portefeuilles financiers. Mais si votre portefeuille financier, c'est l'assurance vie, et que vous comptez financer votre retraite par l'assurance vie, je vous garantis qu'un prélèvement de cette ampleur, vous le sentirez. Donc, mais ça veut dire qu'ils peuvent partir ? C'est-à-dire que ces ménages les plus aisés, il y a une crainte d'exit fiscal qui pourrait nuire à notre économie ? Non, il y a d'abord un impact sur les patrimoines constitués. Il dit que ça doit être les patrimoines financiers. Si c'est les patrimoines financiers, il faut dire les choses clairement, c'est l'assurance vie des Français qui va... Premièrement. Deuxièmement, le débat que nous avons eu tout à l'heure, c'est que le rendement de l'assurance vie est proche de zéro. Donc quand vous avez un rendement proche de zéro et que vous prélevez 5%, ça s'appelle un prélèvement très significatif. Mais sur les plus fortunés, parce que la défense du gouvernement, c'est souvent de dire les capitaux vont partir. Oui, mais c'est ça. Alors c'est là où je ne suis plus d'accord avec Jean Pisani-Ferry. C'est parce que, bien entendu, tout le monde dit « Ah mais ça ne va pas me concerner. Ça va concerner les plus riches, c'est-à-dire une petite poignée, les 43. Mais en fait, là, on confond le patrimoine d'Arnaud avec les bénéfices d'Arnaud, avec les taxes. En fait, ces 66 milliards, il faudra les trouver partout, pas seulement chez les plus riches. À la richesse Elie Cohen, du merci débat. beaucoup. On n'a plus de temps, je suis désolé. Économiste, invité du 8h30. Bonne journée à vous.